Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. On pourrait l'appeler Désirée. On pourrait l'appeler Désirée parce que ça fait un moment qu'elle se fait attendre, un moment que l'on attend finalement que la finance participative ou islamique, on va revenir bien sûr encore une fois sur la dénomination exacte, soit vraiment effective pour vous, citoyens qui vous posez énormément de questions à ce sujet. Il est 10h10, vous êtes sur Atlantique, on parle de finance participative, voici vos experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui jusqu'à midi en direct dans les experts. On va parler aujourd'hui de finances participatives, de finances islamiques. Enfin, en tout cas, voilà, on va faire la différence, comme d'habitude à chaque fois qu'on parle de ce sujet, entre les deux dénominations, parce qu'il y a du nouveau. Ça semble encore une fois bouger. On en fait tous les ans, des émissions, avec Talal Lahlou. On en fait très régulièrement, bien sûr, parce que les gens ont beaucoup de questions. Mais à chaque fois, on essaie de se dire, tiens, hop, ça va arriver. Hop, il y a des signaux qui montrent bien que on va rentrer dans le vif du sujet en termes de finances participatives et islamiques. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai 3 experts sur le plateau, donc n'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts, on peut répondre à toutes vos questions. Avec moi aujourd'hui Talal Lahlou, bien sûr, bonjour. Expert en finances islamiques. Comment ça va? Ça va et vous? Tout va bien? Et toi? C'est très bien, oui, c'est vrai. Ça, on se tutoie. À partir d'un certain nombre d'émissions, on se tutoie. Saïd Amardil, pas encore. Bientôt, enfin, on se tutoie dans la vie, mais on va se vous voyer sur le plateau. Enfin, si vous voulez me tutoyer, moi, j'ai aucun souci. Vous savez, les gens qui nous écoutent savent très bien comment ça se passe dans cette émission. Saïd Amardil, vous êtes président de l'association marocaine de finances participatives. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Abdelrahman Lahlou, qu'on connaît bien. Vous êtes un transfuge des décodeurs. Allez, vous avez glissé un peu d'une heure. Ça vous dérange pas? Aucun problème. C'est un peu plus tard, c'est bien. Au moins le terrain ne glisse pas, parce que c'est le même studio. Oui, voilà. Et en plus, ça vous fait glisser sur le déjeuner un peu plus. L'horaire est plus sympa quand même, Et puis c'est un plaisir. Parce que Landry Benoît va me taper dessus. D'être avec vous et avec les 2 autres experts, c'est véritablement un bonheur. Bon, alors ça va nous permettre non seulement d'en parler, parce que vous avez commis votre dernier ouvrage, Économie et finances en islam. Voilà, alors, celui que vous tenez entre les mains et que les auditeurs ne voient malheureusement pas. Oui, je vois pas. Non, j'ai l'habitude, je suis désolé. Vous le montrez. J'ai l'habitude d'avoir la caméra en face. Alors celui que vous tenez entre les mains et l'avant-dernier. L'avant-dernier. Le tout dernier, c'est un ouvrage en arabe qui s'appelle Al-Bank al-Islami fil Maghrib et qui est paru il y a quelques jours seulement. Bon, très bien. Mais en tout cas, celui-là, il date de quand? Il date d'il y a 3 mois, il est pas si vieux. Vous venez de le commettre quand même aussi. Absolument. Vous êtes prolifique, vous arrêtez pas. Exactement, c'est des jumeaux que j'ai présentés hier. Dis donc. Et Bon, alors vous me l'avez gentiment donné hier. Moi, j'aime toujours acheter. Oui, surtout. Moi, j'aime tout le temps acheter les livres parce que c'est un acte aussi. Ça ne vous empêche pas d'en acheter un second. Oui, je vais en acheter un second. Je l'offrirai. Bon, je sais pas à qui je vais l'offrir. Pour mettre ça sur une table de chevet, il faut quand même s'y intéresser. Alors, il faudrait romancer. Faites un roman sur la finance islamique. Et pourquoi pas? Mais c'est vrai. Avec 30 années de vous avez de quoi faire. Background, il y a de quoi faire. Vous avez de quoi faire. Prenez les pérégrinations à travers l'histoire de la finance. La finance islamique dans 50 ans. Oui, vous ne croyez pas si bien dire. Le second ressemble un petit peu à ça. Il y a une partie historique romancée. Bon, voilà. Alors juste, hier, effectivement, on assistait à la présentation des livres de Saïd Lahlou. Effectivement, ce livre qui est en arabe, Al-Bank al-Islami fil Maghrib, je l'ai lu le soir. Ah bon? En entier? Ah oui, en entier, parce que on sait qu'on a démarré à 19h, on a terminé pratiquement à 10h30 du soir. Donc en lisant l'introduction, pour moi c'était juste rapidement d'avoir une idée sur le livre, se retrouver à 1h du matin et se réveiller à 4h du matin pour le terminer. Voilà. Donc je peux vous faire une fiche de lecture. Ah oui, faites-nous un résumé. Il retrace finalement rapidement le démarrage de la carrière de Saïd Lahlou depuis qu'il a eu son doctorat au PhD au Grenoble et il revient au Maroc. Moi, j'étais intéressé beaucoup plus par la partie rencontre avec Simoula El-Iqtani pour démarrer la première banque islamique participative dans les années 80. Donc malheureusement, 89, ce projet n'a pas abouti, donc il est revenu par la suite par la fenêtre. Donc en développant un fonds, un OPCVM Sharia Compliant à travers Wafa Gestion dans le temps. Là, j'ai été parce que j'étais responsable du projet de dossier d'agrément, donc j'étais dans le middle office. Et donc l'expérience a démarré en 97 avec ce fonds qui s'appelle Cap Mosharaka et qui existe à ce jour. Donc voilà, donc quand même 17 ans d'expérience et c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire et c'est réalisé par
par un fonds qui reste quand même un modèle pour justement démarrer par la suite. D'ailleurs, on va en parler on a démarré par la banque participative. Certainement, on va démarrer également juste après par Takaful parce que il doit pas partir en parallèle. Et également au fonds Sharia Compliant qui est un pilier. Alors on va bien sûr expliquer tout ça. On a souvent fait des émissions, donc bien sûr nos auditeurs, vous le savez, posent des questions très concrètes, mais on va essayer aujourd'hui, puisque je vous ai tous les trois sous la main, essayer de voir à quoi on va s'attendre bientôt. Talal Lahlou, vous m'avez bien dit, et vous l'avez souligné, vous l'avez regardé, le congrès mondial du FMI, la finance participative, la finance islamique a été évoquée, notamment par Christine Lagarde. On va voir ce que ça peut finalement avoir comme impact. Et chez nous, au Maroc, encore une fois, comme je disais dans mon introduction, on a eu souvent dans les médias, au niveau de la classe politique, des signes annonciateurs concrets, mais très rapidement, après, hop, ça y est, on n'en entend plus parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un tournant, finalement? Est-ce qu'on y est? Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Jusqu'à midi, les experts atlantiques spécial finance participative. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Alors messieurs, à quoi on doit s'attendre? Allez, on va dire en 2016. Alors déjà pour la journée du FMI, c'était une journée dédiée à la finance islamique, donc organisée par le FMI à Kuwait City, et qui a vu notamment la présence de Sil Jouhari, gouverneur de la Banque centrale, et des gouverneurs de pas mal de banques centrales de pays musulmans dans le monde. Et ce qu'il y a à noter, c'est que Christine Lagarde avait loué de manière claire et positionnée ce que peut gagner la finance d'un point de vue général de la finance islamique. Alors elle a bien dit qu'aujourd'hui ça pèse pas beaucoup, c'est même pas 1% de la finance mondiale ou 1%. Et donc elle a beaucoup parlé de stabilité. Elle a beaucoup parlé du fait que les banques islamiques peuvent participer à un peu plus de stabilité vu qu'ils traitent dans l'économie réelle, etc. Alors au Maroc, on a la loi sur Takaful qui devrait passer au Parlement et donc qui devrait permettre vraiment de commencer, parce que après la loi sur la titrisation, la loi bancaire, la loi sur le conseil charia, et bien restait la loi sur Takaful. Et donc on a eu avec le projet de loi 2016 quelques éléments qui ont enlevé quelques frottements fiscaux. Donc là, la loi sur le Takaful est nécessaire pour commencer, parce que de toute façon, on ne peut pas lancer de produits financiers islamiques ou participatifs tant qu'on n'a pas ces éléments qui sont juxtaposés. Et donc au Maroc, ce à quoi on doit s'attendre d'un point de vue pratique, c'est l'ouverture d'une part d'agences et d'autre part de fenêtres. Donc les agences, ça peut être des filiales, donc probablement des filiales de banques déjà en place, et certains seront des joint ventures, c'est-à-dire des partenariats entre des banques locales et des institutions internationales. D'autres vont choisir de juste commercialiser les produits islamiques dans les agences existantes, mais elles sont régulées à un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires pour pas avoir de concurrence déloyale. Abdelrahman Lahlou, vous êtes d'accord? Bon, là c'était très concret ce qui va être lancé. Est-ce qu'on va aujourd'hui avoir en 2016, est-ce que ça sera le tournant? Vraiment, c'est la question que je vous ai posée au début. Est-ce que on aura l'arrivée, l'ouverture de ces agences? Est-ce qu'on aura dans le paysage bancaire marocain ce qu'attendent beaucoup de gens? Alors à tort ou à raison, ça c'est une autre question d'un point de vue marché, à tort ou à raison, ce qu'attendent les consommateurs? Je dirais volontiers oui, parce que les conditions qui aujourd'hui sont là n'existaient justement pas et faisaient défaut depuis une petite trentaine d'années que les tentatives se font et se répètent. Et ces conditions, elles ont été citées, c'est donc des lois, des circulaires d'application, des dispositions fiscales. Il en manque encore une qui n'est pas relative au fisc, mais à la conservation foncière, et qui est le double enregistrement, inscription sur le registre de la conservation foncière. Mais dans l'ensemble, à part celle-ci, qui ne concerne d'ailleurs que l'immobilier, tout le reste est en place. Donc j'aurais tendance volontiers à dire oui, cette fois-ci est la bonne. Maintenant, votre question comporte une nuance. Est-ce qu'on va avoir droit à ce à quoi s'attendent les clients? C'est autre chose. Il est évident que le bébé ne naîtra pas à l'image souhaitée par tous les clients. D'autant plus, et ça il faut le noter avec force, que ces clients ont une valeur perçue de la banque islamique, disons, puisque elle s'appelle banque alternative, mais appelons les choses comme elles s'appellent historiquement, qui est floue, une image floue.
parfois fantaisistes même. Certains pensent que c'est une banque caritative et la première anicroche avec le commercial qui leur dira oui ça coûte tant, ils pourraient rebrousser chemin. Soyons plus sérieux, certains pensent que ces banques devraient être moins chères et si elles sont plus chères, elles sont pas du tout islamiques puisque l'islam, c'est justement la promotion du caritatif et de la bienséance vis-à-vis de son prochain. Donc il y a beaucoup d'idées reçues. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de dire... Ce qu'on va offrir ne sera pas forcément ce que se représente dans son imaginaire le client. Donc il faudra beaucoup d'éducation et beaucoup de sensibilisation pour expliquer ce qu'est véritablement ce produit, expliquer tout bêtement que c'est une banque commerciale. C'est une banque qui travaille avec l'argent des déposants, qui doit le rémunérer, qui est là à titre pécunier et que ce n'est pas caritatif. Puis ensuite expliquer que en cas de participation, c'est-à-dire un contrat musharaka ou un contrat mudaraba, eh bien il faut de la transparence. Il faut expliquer pourquoi des garanties, parce que certains, si c'est indigne qu'une banque participative demande des garanties. Il faut expliquer aussi que si vous êtes en défaut de paiement, eh bien on va vous pénaliser. La seule différence, c'est que ces pénalités sont une amende qui est versée à des œuvres caritatives et qu'elle ne revient pas à la banque. Ouais. Tout cela, est-ce que vraiment la population s'y attend ? Non. Est-ce qu'on sait ? Parce qu'aujourd'hui, alors il y a des études qui ont été faites, on cite tout le temps la même, moi ça me gêne. Très large. Ouais, très large, et on cite tout le temps la même. On est désolé, mais il y en a pas d'autres. Hein. Aujourd'hui, oui, voilà, j'imagine. Est-ce qu'il y a des études ? Parce que vous l'avez dit, on est dans une démarche commerciale, hein, c'est une vraie démarche commerciale. Et vous pensez aujourd'hui que si une étude est lancée, on va avoir quand même une différence avec les études qui étaient lancées avant, parce qu'au début il y avait absolument aucune communication sur ce qu'était la finance. Nous on le fait dans cette émission, je veux dire, ça suffit pas. Je veux dire, il y a des congrès, mais les congrès restent quand même réservés à une certaine élite. Aujourd'hui, les gens, soit on a des gens qui se disent, c'est pas islamique du tout, ça correspond pas à la religion, d'autres qui disent finalement ça coûte super cher donc moi ça m'intéresse pas, et d'autres alors est-ce qu'il faudrait pas adapter le message ? Je vois le titre de votre livre et en dessous il y a une éthique pour stabiliser l'économie et recadrer la finance. On parle bien d'éthique. Pourquoi on parle jamais d'éthique, finalement ? J'entends pas ce mot quand on en parle. J'entends participative, j'entends soit islamique, soit participative. On n'entend jamais éthique. Alors moi j'ai eu la surprise d'en entendre parler hier, qui était le directeur général d'une grande banque, qui était présent à la présentation et qui a véritablement désigné ce nouveau produit dans lequel il va être présent comme un produit éthique. Et il faisait écho à ce que Christine Lagarde a déclaré elle-même la semaine dernière à Koweït. Alors justement, au niveau de l'association marocaine de la finance participative, on a adopté le mot participatif au lieu de islamique. D'ailleurs, juste pour rappeler que le business model qui a été choisi par le gouvernement marocain, c'est d'appeler banque participative au lieu de banque islamique, dans un premier temps. Et deuxième élément, que tout ce qui est champ religieux est sous la supervision du Conseil supérieur du Zulama, qui est sous l'autorité du roi. Ça, c'est le business model qui a été retenu. Alors, à travers, justement, pour un peu démystifier, vulgariser la finance participative au Maroc, nous avons choisi 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est le financement de l'économie réelle. C'est l'asset backing. Ça veut dire on finance quelque chose qui est réel, qui est concret. Deuxième élément, c'est l'éthique. Effectivement, l'éthique des affaires. Il y a la transparence vis-à-vis des clients, vis-à-vis des assurés et vis-à-vis des investisseurs. Lorsqu'on parle de finance participative, c'est plus large. C'est pas uniquement que la banque. Donc, lorsque j'ai parlé de banque, c'est clients. Pour l'assurance, Takafoul, c'est des assurés. Lorsque j'appelle des investisseurs, c'est les investisseurs en sukuk. C'est les OPCVM, c'est les organismes de pension, c'est les organismes de retraite, etc., qui vont, par la suite, investir dans des sous-jacents Sharia compliant. Dans le droit musulman, troisième pilier, c'est le droit musulman des affaires, fiqh al-mu'amalat. Et c'est là où on a effectivement la liaison avec le Conseil supérieur du Zulama, parce qu'il va se baser sur des textes pour valider ou pas des produits qui seront présentés aussi bien par les banques que par les assurances, que par les investisseurs, notamment les organismes de titrisation, etc. Quatrième élément, c'est que dans le droit des affaires musulmans, tout est autorisé sauf ce qui est explicitement interdit. Alors, ce qui est interdit, c'est 3 éléments. C'est le gharar, c'est le risque excessif. C'est le deuxième élément, c'est le riba, c'est l'intérêt, l'usure. Voilà. D'ailleurs, Selhlo a fait une étude sur
sur le riba, effectivement, il est arrivé à une conclusion, et d'ailleurs c'était la conclusion à la fin, que l'usure intérêt c'est la même chose, donc il y a une interdiction, on peut pas parler uniquement d'interdiction d'usure et non pas d'intérêt. Et troisième élément, là j'ai une petite différence avec vous, donc il y a le darar. Darar c'est porter préjudice à un client, un investisseur ou un assuré. C'est le halou, il parle de le jahala. Voilà, troisième élément. Donc là, on se retrouve. Donc il y a tout est autorisé sauf trois éléments qui sont interdits. Ça veut dire que à travers le droit des affaires musulmans, on peut créer beaucoup de choses, beaucoup de produits, et c'est vraiment large. Alors j'ai une question et puis que des gens se posent aussi. La dénomination, les mots sont importants. On revient très souvent là-dessus, mais il y a une question que je vous ai jamais posée. D'un point de vue juridique, on voit bien, le rôle du Conseil des ulama dans ces cas-là. Mais est-ce que le fait d'appeler finance participative peut à certains moments, dans cette nuance, bypasser entre guillemets le Conseil des ulama dans certains produits? Par rapport à la loi bancaire, on pourrait le penser. Oui. Mais si on revient au décret régissant le Lajnat Sharia al-Maliya, c'est-à-dire le CSO, on voit clairement qu'on leur demande de vérifier que les produits sont conformes à la Sharia. Donc c'est clairement stipulé dans la loi, mais pas la loi, plutôt le décret relatif au CSO. Donc si on reprend le corpus total, non. Donc on peut pas bypasser cet élément. Mais c'est vrai que le mot conformité est le seul qui est utilisé dans la loi. Conformité conforme à quoi? Donc il faut revenir à la chose qui est référencée dans la loi, c'est-à-dire le dahir, et c'est là où on retrouve Sharia. Alors justement au niveau de la loi bancaire, effectivement, il y a les produits qui ont été énoncés, notamment le murabaha, Musharaka, Stisna, Salam. Par contre, au niveau, il y a un article qui reste quand même, qui ouvre la possibilité d'innover. Ça veut dire qu'on n'est pas censé uniquement de respecter ces 4 ou 5 produits. Donc, on peut créer d'autres produits, mais à condition que ces produits soient validés par le Conseil supérieur des ulama. C'est écrit, donc c'est explicite sur la loi, dans la loi. Donc, la loi, il est venu un peu énumérer les produits, mais rien n'interdit aujourd'hui de développer d'autres, mais toujours avec un passage obligatoire à travers le Conseil supérieur des ulama, validation avant qu'il soit lancé sur le marché. Alors, ça me pose maintenant de grandes questions philosophiques. Finalement, ça peut être l'entrée, la finance participative n'est peut-être pas l'entrée pour aller une certaine flexibilité, on va dire commencer à réfléchir sur des choses. Si on commence à pouvoir innover en finance islamique en l'ayant appelé finance participative, est-ce que c'est pas un modèle aussi marocain encore une fois très très spécifique et très spécifique tout simplement, qui pourrait être dupliqué ailleurs? Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur j'allais dire sur la page Facebook des experts encore. Non, on n'est pas dans le monde virtuel, là, parce qu'on est dans la finance participative. On va revenir à l'asset backing. On est trop dans le virtuel en ce moment, c'est pas possible. On est abreuvé d'informations dans ces réseaux. Il y a un moment, faut déconnecter. Je vais essayer de déconnecter ce week-end. Mais bientôt, l'émission des experts, vous la ferez avec nous à la maison. Oui, voilà. Mais je pense. Je me réveillerai le matin, café, petit déjeuner. De micro et de caméra. Voilà, caméra aussi. On peut tout faire maintenant. Voilà. 10h38. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts aujourd'hui. Alors j'ai une question, c'est celle qui revient tout le temps. C'est la différence bien sûr entre la finance classique et la finance participative. Ça parle encore. Voilà, c'est la capacité de vulgarisation et d'éducation. Vous savez ce qu'on va faire comme exercice? Je vous donne 30 secondes chacun et vous me donnez votre définition, les principales différences que vous voyez. Vous êtes prêts? Parce on a tellement expliqué. 30 secondes chacun. Donc ça veut dire il faut faire un travail de synthèse. La principale différence entre finance participative, finance classique, quelqu'un qui connaît absolument rien à ça, il vous pose la question, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est à vous. En 2 secondes, c'est une finance halal, et en 28 secondes, c'est une finance dans laquelle il n'y a pas d'intérêt, dans laquelle il n'y a pas d'incertitude majeure, c'est-à-dire qu'on ne joue pas au hasard, dans laquelle on lie les actifs, on lie les transactions à des actifs réels, des transactions réelles derrière chaque transaction financière, dans laquelle on ne traite pas dans des actifs illicites, et dans laquelle on essaye de vouloir à autrui ce qu'on veut à soi-même. Bon, très bien. 28 secondes, c'est très bien. Ça aide à me redire. Très bien, donc je l'ai dit. Ça c'est pour répondre à Hassan. Différence entre la finance classique et la finance participative. Rapidement, rappelez-vous bien 3 piliers importants. Donc c'est financement de l'économie réelle, c'est l'asset backing.
Deuxième élément, c'est toujours l'éthique, qui est très transparence vis-à-vis des assurés, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des investisseurs. Troisième élément, et qui est très très important, c'est le droit musulman des affaires, c'est-à-dire hadith, c'est-à-dire le Coran. Troisième ou quatrième élément, c'est tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Ce qui est interdit rapidement, c'est le risque excessif, c'est le riba, et c'est le jahala ou darar. Abdelrahman Hlou. Alors, pour être complémentaire, moi je vais m'adresser à Hassan en langage client. Oui. Hassan, vous venez à la banque participative, on va vous dire, écoutez, ici on ne vous prête pas d'argent. On achète pour vous ce dont vous avez besoin et on vous le revend avec une marge. Ou alors, si vous avez une affaire, on peut faire affaire ensemble, on prend des actions dans votre affaire et puis on vous les revend au moment où c'est opportun. Parce que ça permet de partager le risque avec vous. Et si c'est simplement on achète et on revend pour vous, ça permet qu'on soit sûr que l'argent qui est prêté ou l'argent qui est mis à disposition va servir à un objectif d'investissement. Et la banque participative a pour objet de rester très proche, comme ça a été dit, de l'économie réelle, de ne pas créer d'inflation, de ne pas créer des usages à part. Et puis il y a beaucoup d'autres formes qui répondent à vos besoins précis. La règle, c'est que ce soit conforme à la charia. Bon, c'est Talal Hlou qui était en dessous des 30 secondes. Vous avez un peu dépassé, c'est pas grave. Non, mais ça va. En tout, vous étiez à 1 minute 30. Donc, vous êtes complémentaires, il n'y a aucun souci. On a Jafar qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Jafar. Bonjour, salam alaikum. Comment ça va? Très bien. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'émission que vous proposez sur la finance islamique. Merci à vous. Je remercie aussi monsieur Talal Hlou, parce que j'ai quand même beaucoup appris de vos émissions, les experts sur la finance islamique. Et vous nous écoutez de Lyon tout le temps? J'ai écouté la retransmission sur la page YouTube de monsieur Talal Hlou. Oui. Et donc je suis même rentré en contact avec lui via LinkedIn, Facebook et compagnie. Très bien. Alors ma question c'est, et oui effectivement là je vous écoute en direct de Lyon. Bon, super. Atlantique Radio. Vous savez que c'est ma ville, hein, donc ça me fait plaisir. Hein. Vous êtes de Lyon? Ben oui. D'accord. Bon, allez. Je suis de la banlieue lyonnaise. Eh ben, bon. Très bien. Vaux-en-Velin, exactement. On vous écoute. Alors, moi, ma question, c'était, je sais vous aviez abordé il y a quelque temps sur le sujet du crowdfunding. Oui. A priori, c'était pas encore assez développé. Toujours pas. Toujours pas. Ah oui. Voilà, c'était ça en fait. C'était orienté vers ça. Est-ce que la finance participative va développer ces produits-là aujourd'hui ou pas? Tout simplement pour qu'on puisse avoir une panoplie complète de finances islamiques au Maroc. D'accord. Et est-ce que tous les Marocains résidant à l'étranger pourront bénéficier des produits finances participatives tout pas pour investir à l'étranger, mais plutôt pour investir au Maroc? Vous savez, aujourd'hui, il y a BMCE, tous ces banques-là, Tejali et tout ça, qui proposent des banques MRE. Est-ce qu'on pourra avoir ça aussi avec une banque participative? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Beaucoup de questions. Merci beaucoup, c'est Jafar. Merci en tout cas d'être à notre écoute. Je remercie encore, comme je le fais tous les jours, tous les auditeurs qui nous écoutent à l'étranger. Vous êtes nombreux et vous écoutez non seulement, vous nous écoutez à partir du site internet, www.atlanticradio.ma. Merci, c'est Jafar. Puis c'est une résonance particulière pour moi aujourd'hui. Alors, il y a deux questions, c'est vrai, qui sont importantes. Le crowdfunding. Alors bon, c'est vrai qu'on a toute une palette finalement de procédés, de concepts qui sont autour de la finance éthique. Là, on revient peut-être à l'éthique, la finance participative. Mais est-ce que le crowdfunding, on rappelle encore une fois ce qu'est le crowdfunding, ce qu'on peut trouver aussi sur Internet, c'est-à-dire qu'on fait participer un peu tout le monde. Et tout le monde finalement, c'est de la musharaka, on va dire démocratisée, faite sur Internet, mais finance par la foule. Voilà, finance par la foule, comme son nom l'indique. Mais est-ce qu'on est dans la logique, dans le concept de la finance participative ou finance islamique? Encore une fois, j'utilise tout le temps les deux mots dans le crowdfunding. On est à fond dans la logique de la finance participative, juste si on enlève la partie prêt à intérêt, donc ça serait prêt gratuit, ou bien don, ou bien equity, c'est-à-dire musharaka. Et ça marche très
très très bien vous savez, le web 2.0, c'est une philosophie, c'est un concept. Et donc même dans la finance, aujourd'hui, l'intermédiation, elle va tendre à baisser dans le futur au profit du financement direct, et donc direct sous ses différentes formes. Par contre, c'était une recommandation qu'on pouvait lire indirectement dans le Conseil supérieur économique et social et environnemental, quand il disait qu'il ne faut pas réduire la finance participative à la banque participative, et qu'il disait qu'il faut aussi réfléchir à la finance mutuelle et solidaire. Malheureusement, cette recommandation, je n'ai vu aucun écho à cette recommandation, et donc c'est quelque chose, parce que le crowdfunding a besoin d'un cadre. On peut pas faire un appel public au financement public sans avoir un cadre associatif ou quoi. Aujourd'hui, là, c'est interdit. Oui, au Maroc. Au Maroc, c'est interdit. On ne peut pas faire un appel un appel de fonds sans que ça soit réglementé. Donc ça, c'est très compliqué. Et pour sa question, donc pour l'instant, il n'y a pas de cadre au Maroc. Donc il y a des acteurs, il y a même des sociétés qui font du crowdfunding, mais avec des entourloupes très compliquées. Donc ça facilite pas. C'est comme la banque islamique, donc il faut un cadre pour que ça évolue bien. Pour sa question concernant les investissements des MRE, il faut savoir que normalement, il n'y a pas d'obstacle, sauf pour tout ce qui est Sukuk et FPCT, dans lesquels on demande à ce que les investisseurs soient des résidents. Donc ça, c'est lié à la loi sur la titrisation. Ça, c'est la seule peut-être restriction, surtout en ce qui concerne les établissements publics qui seront titrisés. Et là, j'en profite pour souligner une chose, c'est que il y a une lacune très importante dans la loi sur la titrisation, quand elle évoque le fait que le titre de Sukuk crée un droit de jouissance et non un droit de propriété, en soulignant que le droit créé n'a pas interféré avec le droit de propriété du FPCT qui représente l'État, qui est un établissement public. Et ça, c'est fondamentalement à l'encontre de la validité charia, mais ça représente ce que font 99% des Sukuk dans le monde aujourd'hui. Et donc ça risque de poser un problème le jour où ça va être appliqué, parce que on est dans l'usufruit et pas le droit de l'actif sous-jacent. Or, comme on a dit, l'un des piliers, c'est l'économie réelle. Et là, le lien, il est un petit peu cassé. Abdelrahman Nahlou, la notion de crowdfunding, est-ce qu'on pourrait voir apparaître des sites de crowdfunding, Sharia, compliance, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on est, comme l'a dit Talal Nahlou, on est finalement dans le concept, on rentre vraiment dans le concept, pourrait être pour des petits projets, pour des TPE, j'imagine, avec des projets, on ouvre carrément, vous savez, plusieurs personnes qui donnent 100 dirhams ou 1000 dirhams, ça peut vite faire 100 000, 150 000, 200 000 dirhams, qui permet à un petit projet de se lancer, même si aujourd'hui, avec 200 000 dirhams, on fait pas grand-chose. Les Marocains sont champions en crowdfunding, à des échelles petites, ce qu'on appelle au Maroc d'art, ce n'est rien d'autre que ça, la tontine. Oui. Mais sur le plan réglementaire, c'est totalement à côté. Sur le plan même chariatique, parfois, ce sont des pratiques qui sont pas conformes. Maintenant, soyons plus sérieux. Est-ce que du crowdfunding, comme ça se fait en Amérique ou en Europe, peut s'installer au Maroc? Il y a effectivement le barrage juridique, c'est pas possible. Supposons même que ce barrage juridique soit levé. Vous avez évoqué tout à l'heure que lorsque ce crowdfunding se fait par des possessions de parts, il est donc conforme à la charia puisque c'est de la participation. Mais sur le plan concret, sur le plan faisabilité, moi je n'y crois pas beaucoup. La désintermédiation est très difficile à mettre en place au Maroc. Nos banques ont une 60aine d'années d'âge. Lorsque les premières désintermédiations se sont faites avec le capital risque, avec des sociétés de placement, des OPCVM, SICAV et fonds communs de placement, ça n'a pas volé très haut. Les banques conventionnelles, qu'elles soient participatives ou conventionnelles d'ailleurs, les banques classiques ont la vie dure, ont la peau dure. Puisque c'est des systèmes régulés, c'est des systèmes normés, rodés. C'est un peu comme les bitcoins lorsqu'ils ont vu le jour. Oui. Bon, on s'est dit c'est la révolution, les banques centrales vont trembler de peur. Oui, les gens sont monnaie parallèle. Voilà, donc ça finit par s'étioler un petit peu. C'est bien d'en parler. Il y a des chercheurs qui sont à l'avant-garde du crowdfunding, qui y croient, qui développent beaucoup de choses pour le plaisir intellectuel, mais aussi pour l'avancée et l'innovation. J'y souscris totalement. Sur le plan concret, au Maroc, je pense que c'est quand même plus important de commencer par ce qui est normé, c'est-à-dire des produits connus à travers des banques bien instituées, bien sécurisées, contrôlées par la banque centrale. C'est l'essentiel. Et puis ensuite, l'accessoire pourrait peut-être, pourquoi pas, voir une petite ouverture ou fenêtre offerte par la banque centrale un jour ou l'autre pour encourager ça. Maintenant, vous avez donné une illustration qui, elle, si on peut l'appeler crowdfunding, oui, c'est possible, mais en tout cas, elle est opérationnelle.
Nous l'avons tenté d'ailleurs j'en parle dans le second ouvrage, pendant la période d'interdiction des banques participatives. Oui. Un certain nombre d'investisseurs qui se voyaient interdire l'accès aux prêts, puisqu'il était à intérêt usuraire, eh bien se sont regroupés pour faire un peu d'immobilier, se sont regroupés pour faire des industries. Alors c'est pas vraiment c'est des petites crowds, hein. Ce sont une quarantaine de personnes, une cinquantaine de personnes qui mettent leur argent, des formes de coopératives pour créer une industrie, et moi-même, j'ai géré des activités industrielles, de services avec une vingtaine d'actionnaires. Ça, oui. Mais le vrai crowdfunding, mais on est quand même avec là, des réseaux, on est même maintenant à des tailles intermédiaires. On voit bien aussi que le besoin, on revient tout le temps là-dessus, c'est que le besoin est de pouvoir donner l'accès du financement aux TPE, aux PME, déjà aux très petites entreprises. Tout à fait adapté, oui. Ouais, mais voilà. Il y a une petite parenthèse à préciser avant je cède la parole, c'est que aujourd'hui il y a un changement structurel et paradigmatique par rapport à il y a 30 ans. C'est que d'abord il y a beaucoup de la génération montante qui sont à fond dans ça. Et moi-même, je suis en contact avec des gens qui travaillent sur une plateforme de crowdfunding Sharia Compliant. Et donc, ce qui change, en fait, c'est d'abord au niveau de la mentalité et au niveau de l'outil. Parce que je vous rappelle que la monnaie, à la base, l'argent qu'on utilise, il a été institué tout simplement parce que le troc ne répondait pas aux besoins de rencontre immédiatement, pour les mêmes besoins, pour les mêmes quantités. Or aujourd'hui, avec le web, le web actuel remplace carrément la question de la monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire rencontrer une masse importante de gens et donc des besoins et des ressources et des emplois dans la même proportion et simultanée peuvent exister. Et c'est justement le but de ces plateformes. Via la monnaie, pas l'échange de biens. C'est-à-dire, on reviendra pas au troc virtuel électronique. Non, c'est pas le propos. En fait, c'est le propos, c'est juste que la mentalité du crowdfunding, elle a un outil qui est le web, qui n'existait pas, parce qu'avant, la coopérative, elle se limitait à 30, 40, tout simplement parce qu'on pouvait pas trouver plus de gens. Aujourd'hui, vous pouvez faire une annonce et cibler 100 000 personnes d'un coup. Bah oui. Donc ça peut et vous pouvez avoir un actionnaire chinois, un actionnaire javanais, un actionnaire... c'est Alors justement, pour faire la nuance, effectivement, en faisant quelques recherches sur Internet, finance participative est égale crowdfunding. C'est en France, par exemple, c'est la traduction littérale. Littérale, exactement. Ouais. Alors chez nous, c'est différent. La finance participative, Sharia Compliance, c'est différent. C'est toute une industrie derrière, parce que l'idée par la suite, c'est aller gérer un marché marché de capitaux participatif Sharia Compliant, composé des banques, des assurances et des investisseurs en sukuk, des fonds Sharia Compliant, etc. Donc c'est vrai, OPCI également, organisme de placement collectif en immobilier Sharia Compliant. Donc c'est vraiment un écosystème, un marché global. Je reviens à la question de l'intervention tout à l'heure, c'est que au niveau Jafar, pardon. Donc c'est Jafar, elle a posé la question, est-ce que les banques marocaines comme BMCE, comme Tijari, etc., peuvent lancer des produits en France, etc. Donc, alors récemment, donc il y a Tijari Wafa Bank. Ça je connais le dossier de très près. Donc il a eu en quelque sorte l'agrément de banque française. Donc pour lancer commercialiser des produits islamique en France. Non, il a le statut de banque française. Oui. C'est-à-dire, il a eu l'agrément de la Banque centrale de France. Mais maintenant, pour lancer des produits Maroc Sharia compliant de l'autre côté, il faut avoir l'agrément de cette banque centrale. Donc voilà. Par contre, ce qui est possible chez nous, qu'il y a un cadre réglementaire, il y a des circulaires en France qui autorisent la mourabaha et la musharaka. Notamment pour la Banque Chabit du Maroc qui est démarrée non, pour tout le monde, pour toutes les banques, même françaises, mais elles ont refusé en général, elles ont d'y entrer. Mais pour une banque marocaine, il faut avoir absolument parce un agrément spécial. Mais sur le territoire français, la loi déjà le permet. Voilà. Donc je reviens sur la partie. C'est pas le contexte actuel qui accélérera les choses. Voilà. Heureusement. D'ailleurs, on en a discuté tout à l'heure. Heureusement, au Maroc, on l'appelait finance participative Sharia compliant. Très important. Participative. Voilà, nous on fait la distinction entre la religion, l'islam et alors c'est important. On a un appel, on le prend, on reviendra après là-dessus. Oussama de Marrakech. Bonjour Oussama. Bonjour les experts. Comment ça va? Allô? Très bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Très bien. J'ai une petite question, deux questions. Allez-y. La première, pourquoi aujourd'hui, concrètement aujourd'hui au Maroc, on ne peut pas utiliser l'appellation de banque islamique, mais plutôt banque participative ou alternative? Ça, c'est la première question. D'accord? La deuxième, par exemple, demain, je fais rapidement une définition de la Takafoul, qui est en fait une assurance alternative
Si demain, par exemple, j'opte pour la murabaha, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de choisir entre un takafoul ou une assurance classique? Très bien. Oui. Allô? Oui, Voilà. on a bien entendu. Merci beaucoup, Oussama, pour ces deux questions. Alors, la première question, c'est vrai que on en discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut aller très loin d'un point de vue philosophique, d'un point de vue objectif de la manière avec laquelle on a choisi de nommer cette finance aujourd'hui. Il y a tellement de paramètres. Non, mais alors il y a tellement de paramètres, et c'est la question que je vous posais avant le flash info de 10h30, c'est est-ce qu'on va pouvoir considérer qu'il y aura un modèle marocain subtil dans la manière de présenter cette finance et de faire bouger les lignes? Est-ce qu'on a, avant que vous répondiez à ça, est-ce qu'on a d'autres pays dans le monde qui ont opté pour cette subtilité? Est-ce qu'il y en a d'autres? La Turquie. La Turquie, effectivement. Donc, Oui. il a utilisé la Le terme notion finance de participative. D'accord. Et je reviens juste pour le business model marocain, participative, parce qu'on part du principe, on l'appelle pas islamique, on part du principe que cette finance, elle est ouverte aussi bien pour les musulmans que pour les non-musulmans. Donc, on a pris participative sharia compliant, les sous-bassements ou les piliers, c'est fiqh al-mu'amalat, droit des musulmans des affaires, mais cette finance aujourd'hui, c'est une finance éthique qui est appelée à être commercialisée aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Oui, mais la que finance demain. islamique en tant que telle est aussi ouverte aux étrangers et aux mais- non-musulmans. Voilà, mais le régulateur marocain a fait la nuance. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaie de séparer la religion, l'islam, par rapport aux affaires. Je vous donne un exemple. Si demain, une banque islamique fait faillite, Ouais. ou un organisme takafoul qui se trouve dans une situation de difficile ou impact d'image, etc. Là, on touche directement la religion. Par contre, si on reste sur participatif, c'est des affaires qui sont appelées à réussir. Peut-être on aura quelques difficultés, quelques soucis finances, techniques, etc. Donc du coup, on sépare la religion. On la laisse tranquille, donc il est là. Mais on prend le cœur qui est le fiqh al-mu'amalat. C'est le sous-bassement, le pilier de cette finance, et on utilise une finance participative avec le label Sharia Compliant, validé par le Conseil supérieur des Ulama. Abdelrahman Lalo. Alors ça, c'est un motif ou un mobile d'immunisation de la religion islamique qui est tout à fait positif. Il y a d'autres mobiles. Il y a un mobile politique parce que durant toute cette période de gestation et puis de l'accouchement douloureux de ces banques, le Maroc était en situation sur le plan politique de conflit avec une mouvance, avec une tendance islamiste revendicatrice qui se cherchait elle-même. Et pendant longtemps, on a pensé que appeler un produit d'affaires islamique était une concession, était peut-être un encouragement, était peut-être un symbole, autant en interne qu'au niveau de la politique internationale à faire à ces mouvements. Aujourd'hui que les choses se sont apaisées... Pourtant, David Cameron le dit sans aucun complexe. Oui, mais lui n'a pas les mêmes soucis avec on est ces bien mouvements d'accord. islamiques à l'intérieur. C'est tout à fait différent. Ça va Ici, peut-être nous sommes changer. un pays musulman avec une Imarat el-Mouminin et des conflits, disons, de velléité et de récupération de l'islam. Et ça a Et on est en toute plein son dedans, donc importance, c'est vrai que toute son ça- importance. Et puis troisième mobile, et les autres banques. Si celles-ci sont appelées islamiques, ne le sont-elles pas? Est-ce qu'on va stigmatiser les autres? Sont-elles agnostiques, athées, porteuses d'une autre religion? Ça va effectivement stigmatiser les autres banques et les, disons, patrons de banques conventionnelles aujourd'hui sont très contents On met quand même le doigt. de cette appellation. On met quand même le doigt Alors, il sur en quelque reste chose un qui quatrième. est d'une subtilité complexe et qui touche plus que la finance en elle-même. C'est-à-dire qu'on est en train on est en train de jouer avec tout ce qui touche à l'islam est émotionnel Ouais. et affinitaire et identitaire. Donc il faut être très prudent. Il reste une quatrième remarque, c'est que sur le plan religieux, sur le plan de la philosophie islamique, est-il permis de l'appeler autrement? Moi, j'irais beaucoup plus loin. Oui, il est permis, il est même recommandé parce que le prophète, quand il a révélé, donc quand lui a été révélé, disons cette religion, n'a pas changé de nom aux pratiques commerciales, aux pratiques sociétales qui étaient en vigueur. Il a continué à les appeler du même nom sans les appeler islamiques. D'ailleurs, dans la tradition islamique, le mot islamique n'existe pas. On est musulman, on n'est pas islamique. Oui, c'est vrai. Et donc, on peut pas affubler une pratique ou une chose du terme islamique. Ça, c'est très récent. Ça date d'il y a d'il y a quelques siècles. Donc, c'est tout à fait recommandé d'appeler ces activités participatives parce que sinon,
Vous allez dans un café, une crèmerie qui ne sert pas d'alcool et vous l'appelez la crèmerie islamique. Ou est-ce que vous allez dans un commerce qui est conforme, dont l'activité est conforme, et vous l'affublez de l'appellation islamique? Non, ça ne tient pas la route. Maintenant, il y a un inconvénient. Et je voudrais terminer par là, c'est que comme c'est un produit affinitaire, est-ce que, on parlait tout à l'heure de la valeur perçue auprès des futurs clients, est-ce que ça va être suffisamment attrayant, suffisamment convaincant? On aurait aimé entre guillemets, pas moi, mais que ce soit appelé la finance halal, on y va, on est sûr. Que ce soit appelé finance islamique, on y va, on est sûr. Maintenant, les subterfuges que les banques participatives devront employer sont importants. Par l'évocation islamique, par la mise en confiance, par les couleurs dans la communication. C'est pour ça que je vous disais, ça part peut-être de la base de notre perception de notre perception de notre religion aussi, ou si on voyait éthique égale notre religion dans la perception des gens. Je parle bien dans la perception parce qu'elle l'est, mais dans la perception, il y aura même plus besoin de faire ce raccourci. Hein, je sais pas, enfin je pense. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, bien sûr. Alors, beaucoup de gens réagissent sur la page Facebook qui veulent profiter de notre émission pour avoir une pensée, une prière pour nos frères marocains retenus en otage à Bamako, au Mali. On se joint à eux, bien sûr, sachant que en plus, un membre d'une banque de la place, bien sûr, une banque marocaine, est prise en otage là-bas. Bon, on aura les développements tout au long de la journée de cette situation qui est bien sûr déplorable. On est encore une fois dans cette ambiance absolument morose, lourde et assez anxiogène à ce niveau-là. Bien sûr, au nom, encore une fois, au nom encore de notre religion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Vous voulez réagir? Non, mais c'est vrai. Bon, c'est une info qui tombe et puis un membre justement du secteur bancaire est là-bas. On en discutait. Voilà, la banque s'exporte. La banque marocaine s'exporte. Vous l'avez dit, c'est le prix de l'internationalisation dans un contexte qui est extrêmement tendu. On a Ayoub au téléphone. Bonjour Ayoub. Pas Ayoub. C'est la troisième fois où vous me faites passer pour Ayoub alors que je suis Ayour. Ah mais vous savez, c'est parce que le R devient B. Voilà, je suis désolé Ayour. Voilà, Ayour, ça veut dire en tamazir, c'est la lune, c'est tout ce que vous voulez. Ah, Al-Qamar, Ayour, ben voilà, merci. Excusez-nous, je suis désolé. Alors, mes respects, mon général. Mes respects, mon commandant. Si vous êtes général, vous n'avez pas le droit de dire mon commandant. Oula, je suis désolé. Ok. Ok, très protocolaire. Allons-y. Et sur le vif. Écoutez, je ne suis ni économiste, ni ESMO, mais il y a une chose. La faculté de médecine et la grande muette m'ont appris à aller droit au but et inciser là où il faut. Eh ben, on a vu, allez-y. Ce qui me dérange, l'un des messieurs experts qui sont avec vous a commencé à répondre. C'est d'ordre linguistique. D'abord, c'est le mot islamique. Vous avez commencé. Si ces banques sont islamiques, les autres, ils sont quoi au juste? Ce sont des bouddhistes, des agnostiques, tout ce qu'on veut. La troisième chose, c'est deux adjectifs que l'un de ces messieurs a utilisés. Ils sont graves. Quand ils parlent de halal, les autres donc sont haram. Et il faut bien peser ces mots. Si une de ces institutions est halal, donc c'est haram. Tous les autres, toutes les banques classiques, toutes les institutions de crédit classiques sont haram. Le deuxième adjectif qui m'ennuie quelque peu, et il est encore plus grave, et il a toujours été utilisé par ce monsieur dans la même phrase, s'illicite. Est-ce que les autres sont illicites? Ça veut dire que c'est illégal, il faut bien peser ces mots. Non. Il a bien dit halal illicite. Mais pourquoi vous trouvez ça grave? Je comprends pas pourquoi vous mettez autant de gravité là-dessus. On m'a toujours appris que ce qui est illicite, c'est illégal. Non mais illicite par rapport à quoi? Vous savez, on est dans vous savez, c'est pour ça que je vais vous laisser répondre à ça, mais on est tout le temps dans cette subtilité, en train de démembrer, et je pense que l'objectif était là, et vous l'avez bien dit, c'est Amrdel, de démembrer entre la religion, vous l'avez dit, on la laisse tranquille d'un côté, et la finance qui est aujourd'hui, parce que si on devait relever tout ce qui est illicite d'un point de vue de la religion dans nos activités de tous les jours chez nous ou ailleurs, il resterait pas grand chose de licite. Mais maintenant voilà.
J'ajouterai une toute petite précision. Allez-y. On est gouverné par le gouvernement qui est à tendance Islamiste. islamiste. Allez-y. Oui. D'accord. Si quand ces gens-là, c'est-à-dire notre gouvernement, s'adresse au FMI, aux banques, c'est toujours avec un taux d'intérêt. Je pense pas qu'on leur donne de l'argent gratuitement. Oui, on est d'accord. S'ils encouragent cette tendance, pourquoi ils vont des institutions internationales avec un taux d'intérêt et tout. Je ne suis pas économiste, je m'exprime mal. Non, on a très bien compris vos idées. Absolument. Merci beaucoup, si Ayour. Je ne ferai plus la même erreur, mon général, par rapport à ça, et merci de vos interventions. Merci de vos interventions. Alors voilà, ça pose des questions qui, vous savez, cette émission, c'est un laboratoire de remontées, des réactions des gens et des perceptions qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Voilà, la perception entre le licite, l'illicite, le haram, le halal, lorsqu'on parle de finance, voilà, ça pose de vraies questions. C'est Mardel. Alors justement, sur ce point, comme je l'ai dit au départ, merci Ayour pour ces précisions. Donc effectivement, le business model marocain, on a parlé de finance participative et non pas finance islamique. Donc participative, sharia compliant. Je reviens séparer la religion par rapport aux affaires. Et deuxième élément qui est très important, que tout ce qui est halal, licite, ou haram, etc., ça c'est directement le Conseil supérieur des ulama qui a le droit de le dire. C'est-à-dire dire que ces produits est compatible ou pas compatible. Ça veut dire tout simplement, nous, au niveau des affaires, nous réfléchissons sur des produits, aussi bien au niveau de la banque, au niveau de l'assurance, qu'au niveau du marché des capitaux. Donc ces produits, par la suite, ils sont présentés. Donc on essaie de travailler ces produits en interne. Nous avons des conseillers en charia, c'est-à-dire on suit ce qui a été d'ailleurs présenté dans le droit musulman des affaires, et donc de préparer ce produit. Ensuite, on envoie ce produit pour validation à travers le régulateur de la profession en question. Je parle par exemple au niveau des banques, c'est Banque El Maghreb, au niveau de l'assurance, c'est la DAP, Direction des assurances. Mais là, je pense qu'on a bien compris le process. Là, on est dans une réflexion qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus idéologique. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour éviter justement d'opposer le halal au haram, on va être à un moment confronté à ça. Mais on ne peut pas éviter d'opposer le halal au haram. Il faut pas que ça soit grave non plus. Il faut pas que ça soit grave non plus. Il ne s'agit pas de gravité. Il s'agit de positionnement et de territoire. On dit, vous avez dit, c'est Amardiel, qu'il faut séparer la religion des affaires. Qui a dit ça? Si au niveau des institutions, elle doit être séparée, c'est tout à fait vrai, elle se rencontre au niveau de l'individu. Parce que qui est porteur de la religion? Une institution, qu'elle soit banque ou magasin ou supermarché, n'est pas redevable et imputable de sa religiosité. Ce sont les hommes, les êtres humains, femmes et hommes, qui sont porteurs de cette religion. Or, au niveau de l'individu, il n'y a pas de séparation. Soit on est croyant, on est observateur, ou on observe les règles du licite et de l'illicite, soit on ne les observe pas. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, les institutions ne doivent pas porter d'appellation islamique ou pas islamique parce qu'elles ne sont pas imputables ni redevables. Non, ce que vous êtes en train de me dire, en fonction de sa conscience, est porteur ou ne pas porteur de ses valeurs. Et c'est là où se fait la rencontre. Donc, pour être concret. C'est-à-dire que l'éthique ne devrait pas être organisée, institutionnalisée? Ça devrait venir finalement des affaires, tout simplement. L'éthique est individuelle, c'est une morale. Oui. Et quand elle devient sociale, sociétale, quand elle devient partagée, puisque la religion est une valeur, est une institution partagée, couverte par Amir el-Mouminin, fondée par des textes, elle devient éthique. Mais ce que je veux dire, c'est que les institutions doivent offrir la possibilité à des gens qui croient qu'ils doivent observer la licéité des opérations financières qu'ils font, comme des gens qui croient qu'ils ne doivent pas consommer d'alcool ou ne pas, jouer à des jeux de hasard ou ne pas commercer dans les armes, etc. Leur offrir la possibilité d'être en compatibilité avec leur foi et leur croyance, sans pour autant que ces institutions, elles, soient porteurs du label. Je pense que c'est une nuance fondamentale. Et puis, il n'y a pas de mal à dire que certaines choses sont halal, d'autres sont haram. Nous sommes maintenant dans une situation où il y a une dichotomie. Contrairement à ce que disait notre ami
Ayour, ce qui est halal n'est pas forcément interdit par la loi, Oui. ou du moins qu'il y a des subtilités, parce que nous avons subi la colonisation, nous avons subi une réglementation et des pratiques qui ont créé ces écarts. Donc il y a une différence. Alors, Ceci c'est là dit, que je vous donnerai la parole. Les Après, définitions sont claires. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. alors, Talal Lahlou. Hein, aujourd'hui, on est vraiment, ça nous change un peu des émissions qu'on a l'habitude de faire sur le sujet, parce qu'on est souvent dans le concret. Hein, Takafol, Istisna, expliqué de manière technique. Là, on Technique, remonte un petit peu. Non, mais c'est important, parce qu'on se rend compte que ça va conditionner, je pense, le succès commercial, parce qu'on est encore une fois sur le commercial. Faut peut-être répéter encore une fois. Je veux pas faire d'amalgame, mais même les plus fondamentalistes de notre religion sont des libéraux, c'est-à-dire qu'on est là pour gagner de l'argent, et ce qui n'est pas c'est pas recommandé, c'est au contraire, faut le faire d'une manière éthique. Mais quand vous entendez la réaction de Siayour, vous voyez cette les gens sont partagés. Disons que si c'était tout simple, tout blanc ou tout noir, je pense pas que le Coran aurait comporté des centaines de pages. On est bien d'accord, il y aurait un mode d'emploi et ça serait réglé. Voilà, et ce serait très rébarbatif à lire, carrément. Et donc cette vision manichéenne, déjà si on prend la jurisprudence islamique et sa sagesse, déjà on décompose les choses en 5 éléments et pas en 2 éléments. On a l'illicite, le détestable, le mubah, le recommandé et le obligatoire. Voilà, ouais. Donc déjà, c'est pas juste une dichotomie d'un point de vue, si on veut vraiment parler juste de la jurisprudence islamique, mais surtout, nulle contrainte en religion. Il est quand même anormal que dans des pays non musulmans, on puisse avoir la possibilité d'opter pour le financement qui nous arrange, et que dans un pays musulman, on n'ait pas le choix d'opter pour le financement qui nous arrange, surtout de surcroît si ce financement est dit islamique ou participatif ou éthique. Donc c'est quand même incongru, c'est un paradoxe, et donc ces institutions... Sachant que c'est Dieu qui juge en dernier ressort, on est bien d'accord. C'est le choix. C'est le choix individuel. Non mais voilà, partant de ce principe-là, on devrait même plus avoir aucun souci à l'international. Mais bon, bref. Le cadre réglementaire est là pour offrir la possibilité à chacun d'exercer ses convictions dans un certain cadre en respectant le cadre général. Et donc, pour finir ça, je dirais que même les institutions, si tant est qu'elles ne soient pas redevables de leur étiquette, un jour, je parlais avec une personne de la Cour suprême qui me disait, bon, les intérêts pour les personnes morales, ça compte pas parce que c'est des personnes morales, mais derrière les personnes morales, il y a des actionnaires, c'est l'économie réelle, c'est des personnes, c'est une somme d'individus. Il y a des clients. Ces gens-là, il y a des clients. Donc ces gens-là, aujourd'hui, quand on va dans les plus grandes écoles de commerce en Europe, il y a un cours d'éthique. Pourquoi ? Parce que l'ultralibéralisme, à un moment, ça a commencé à bloquer, poser des problèmes pour l'avenir commun de l'humanité. Et donc, on commence à dire, ça c'est pas bon, ça pour l'environnement, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique. Pourquoi ? Parce que dans la tradition occidentale, on a longtemps consommé le divorce avec l'Église pour des raisons qui ne sont même pas arrivées dans le monde musulman. Donc, ce sont des backgrounds culturels qui sont différents. Et donc, forcément, on peut pas toujours tout calquer sur ces pratiques-là. Alors, la question de la dette. Tous les États s'endettent et vont acheter de l'argent sur les marchés internationaux et le font avec bien sûr des intérêts et souvent on s'endette encore plus pour aller payer les intérêts de l'année d'avant. On va pas aller plus loin dans le détail, mais en gros, Ayour pose une question. Là aussi, c'est blanc-noir. Légitime. C'est-à-dire qu'en gros, si on est dans cette démarche-là, est-ce qu'un gouvernement comme le PJD, un parti comme le PJD, qui bien sûr devrait prôner pour la finance islamique, même pas participative, va accepter à négocier des dettes où on paye des intérêts, ou même on refinance pour payer des intérêts? Question difficile. Bon, écoutez, effectivement, Valor aujourd'hui, parce que d'ailleurs, c'est à la prise tout à l'heure pour la partie Soukouk, c'était en quelque sorte l'équivalent d'endettement, mais à travers des produits Sharia compliant. Juste une précision. Les Soukouk ne concernent pas uniquement les personnes physiques ou morales résidentes. C'est ouvert pour tout le monde. Aujourd'hui, on peut lancer des Soukouk à travers le territoire marocain pour le compte d'investisseurs à l'étranger, mais à condition que ces produits soient validés par le Sharia Board du pays concerné, le pays d'accueil.
Par contre, au niveau du Maroc, donc on est lié par le Conseil supérieur du Zulama marocain qui doit valider ce produit. Donc, en fait, il y a la possibilité, mais malheureusement, ce marché n'est pas encore développé. On n'a aucune émission à ce jour de Soukouk, mais c'est des éléments qui doivent se développer rapidement parce que tout simplement, sans Soukouk, on ne peut pas faire le financement interbancaire, donc participatif. On aura un grand souci pour développer l'assurance participative parce que 30% de l'actif géré des compagnies d'assurance ou assurance participative doivent être investis dans des Soukouk de l'État. Et bien sûr, tout ce qui fonds OPCVM, Soukouk, etc., qui doivent se développer justement pour être comme support pour les fonds Sharia compliant. Donc du coup, il y a cette possibilité de se refinancer au niveau de l'international à travers les Soukouk, mais c'est un marché qui n'est pas développé. Oui, malheureusement, aujourd'hui, on le dit, on continue à emprunter avec des taux d'intérêt parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'aimerais répondre à la question de Ayour. C'est la déformation professionnelle des décodeurs puisque je suis habitué à cette émission. Et donc, pour décoder la question qu'il a posée, qui est effectivement difficile, le gouvernement aujourd'hui est drivé ou guidé par un parti référentiel islamique. Est-ce que ça veut dire qu'il doit tirer sur toutes les pratiques qui ne sont pas conformes à la charia? Je pense que c'est pas le cas. Nous sommes dans le domaine de la politique. Et la politique, c'est l'art du possible. Je pense qu'il faut rappeler que à son actif, ou le rendre possible, à son actif, il a quand même, disons, l'initiative de la première loi sur les banques participatives en 2011. Il l'a présenté, comme ça se fait correctement dans le Parlement, comme projet de loi, et c'est peut-être ce qui a initié les autorités monétaires et le gouvernement et le ministère des Finances à appeler à un modus vivendi et puis à un accord sur la nouvelle loi, la nouvelle mouture qui est beaucoup plus tempérée. Ceci dit, les faits sont là. Le gouvernement marocain traite avec le FMI, il traite avec la Banque mondiale et des prêteurs privés du Club de Rome et de Paris. C'est un État qu'il a trouvé et qu'il gère. Que dirait-on lorsque le PJD propose d'augmenter ou de réguler la taxe sur la bière et sur les alcools? C'est en fait une action qui permet de limiter les dégâts tout en agissant dans un état de fait, dans une réglementation qui est un état de fait. Bon, il y a beaucoup de nuances de gris, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, rien n'est blanc, rien n'est noir. Si on pouvait sortir de cette dichotomie, c'est finalement la philosophie, même par rapport à l'islam. Sortons du blanc et du noir, voilà, et allons voir toutes les nuances de gris. On a une question sur la page Facebook, alors qui nous dit, du moment que le Conseil supérieur des Oulémas a un rôle distant, entre guillemets, hein, c'est écrit comme ça, de contrôle de conformité, qui se chargera alors du contrôle sur place, dans les banques participatives elles-mêmes? Contrôle des procédures administratives, des logiciels comptables, des pénalités de retard. Alors la loi 103/12, elle introduit la fonction de auditeur interne Sharia qui est chargé de vérifier la conformité de ce que fait la banque participative par rapport d'abord au guide, parce que le Daher demande au CSO de mettre en circulation un guide qui comporte les lignes directrices. Et cet auditeur interne sera chargé de vérifier la conformité et éventuellement d'aviser la banque des mesures à prendre en cas de non-conformité avec les directives du CSO. Donc il y a une fonction interne. Par contre, l'une des lacunes et des limites qu'on peut relever, c'est qu'on ne précise pas quelles sont les compétences minimales requises dans cet auditeur. Et ça pose un souci majeur. Autant dans un expert comptable, on lui demande d'exercer tant d'années, d'avoir fait tant d'années d'études et d'avoir tant d'années d'expérience, autant pour l'auditeur interne Sharia, on n'a pas pour l'instant de précision, donc ça devrait, espérons que ça sera comblé par les circulaires de Banque El Maghreb. Et pour revenir à la question juste avant sur la dette, il faut savoir que déjà d'un point de vue pratique, le PJD n'est pas le seul au gouvernement, ils sont 4. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la critique de Ayour est aussi la critique qu'adresse la base militante du gouvernement, PJD, à ses leaders. Donc, c'est pas du tout une critique qui vient de la Lune, c'est une critique qui est vécue tous les jours. Mais comme a dit c'est Abdelrahman à juste titre, sur beaucoup de choses, il tente de limiter la casse. Oui. Donc plus que aller vers un idéal pour l'instant, parce que souvent, comme tu as si bien dit tout à l'heure, c'est pas toujours blanc ou noir, c'est souvent plus complexe et il y a beaucoup de paramètres, comme dans la question pourquoi on dit banque islamique, banque participative. Il n'y a pas une seule raison derrière. Alors effectivement, il y a le Conseil supérieur du Zulama, effectivement, et dont le secrétaire général est assuré par la Central Bank, la banque centrale, mais n'empêche que au niveau de chaque banque ou chaque organisme takafoul ou chaque
société de gestion par la suite, il y aurait un auditeur sharia, ce que nous appelons en arabe mudaqqiq shar'i. En fait, c'est une personne qui est recrutée, soit en quelque sorte, on peut déléguer même l'audit sharia à une tierce personne, mais à condition que ce soit cadré avec une convention et que effectivement cette entité ou cette personne intervient dans la procédure de contrôle des opérations, le choix des business models, les choix des formules mathématiques, etc. Donc c'est un contrôle continu et tout ce travail, ce que nous appelons des manuels de procédure dédiés pour l'audit sharia et qui sont établis avec bien sûr il y a toujours l'audit, il est contrôlé par une autre entité qui peut être l'inspection, etc. pour s'assurer, ou l'audit général de la banque ou de l'assurance pour s'assurer que ce auditeur sharia respecte les procédures en question. Donc ça c'est cadré, il y a pas de problème. Alors maintenant au niveau des formations effectivement, donc il y a j'ai une question normale à ce sujet qui nous dit voilà, est-ce que le problème des ressources humaines va se poser vu que la finance islamique a besoin de cadres qui savent estimer les produits financiers, immobiliers, matériels, marchandises, etc. Voilà, donc c'est à travers les formations. Maintenant, il y a des masters qui sont dédiés pour la finance islamique ou participative. Donc, il y a beaucoup de formations lancées. Il y a même, je crois, la OFI qui a développé des certificats dédiés pour le mudaqqiq shar'i, donc l'auditeur sharia. Donc, c'est des choses qui existent maintenant et que c'est question de temps. Donc, voilà. Donc, on aura des auditeurs sharia dans chaque banque, dans chaque organisme assurance participative ou takaful et dans chaque société de gestion d'actifs. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts. Aujourd'hui jusqu'à midi, on parle de finances participatives avec Abdelrahman Lahlou, avec Talal Lahlou, avec Saïd Amerdir aujourd'hui, bien entouré pour répondre à toutes vos questions. On répondra à la question d'Oussama par rapport à, dans le cadre de la Moulabaha, il faut bien une assurance. Est-ce que ça sera une assurance Takaful? Est-ce que ça sera une assurance classique? Toujours la grande question, bien sûr. On prend d'abord Khalid de Kazan, on répondra à cette question juste après. Bonjour, c'est Khalid. Oui, bonjour, c'est Faisal. Bonjour. Merci pour cette émission, merci à vos experts. J'ai une question bien précise. En fait, je suis parmi ceux qui se sont interdits le crédit des banques classiques depuis toujours. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Vous avez jamais pris de crédit? Non, j'ai jamais pris de crédit pour financer quoi que ce soit. Ça dette. Alors, c'est simple. Excellent, mais il faut pouvoir le faire aussi. Oui, mais il faut aussi, ça use, refuser l'usure, ça use, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant j'y suis en fait pour l'acquisition de ma propre demeure. J'ai pu sur une quinzaine d'années faire des économies et puis le système d'art que vous connaissez très bien. Et là, pour construire... Excusez-moi, vous avez quel âge, c'est Khaled, vous avez quel âge? Alors, il y a 5 jours, j'ai bouclé mes 44 ans. D'accord, ça va, vous êtes jeune alors. Voilà. Alors, en fait, ma question est la suivante. Pour construire cette maison, est-ce que ces banques-là présentent un produit, parce que j'y connais que dalle, rien du tout, est-ce qu'elles présentent un produit qui peut me financer cette construction? Deuxième question qui n'a rien à voir, vu que ça peut démarrer en 2016 et vu qu'il y a beaucoup de banques qui sont intéressées, j'imagine qu'il y aurait un flot de banques énorme et puis normalement ils vont se presser pour ouvrir le plus tôt possible. Est-ce que cette arrivée massive sur le marché ne va pas poser de problème? Je veux dire, en tout cas dans les premiers mois du lancement, par rapport à contracter des crédits et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est... Alors moi j'ai juste une question avant que nos experts vous répondent. Le refus de l'usure, vous l'avez fait pour des raisons religieuses, idéologiques, ou tout simplement, comme moi je pourrais dire, moi mon crédit sur 25 ans, ça me coûte quasiment la même chose que le prix de la maison en intérêt, et ça j'en ai marre. C'était dans quelle logique? La première, en fait, religieuse. Vous savez, tous les gens qui m'entourent procèdent différemment. Ce que je veux dire, ils s'autorisent la banque à volonté. Et j'étais dans mon milieu le seul à le faire. Et c'est pour une question religieuse. D'accord. Heureusement qu'il y a beaucoup qui pensent comme moi. Les dates que je fais, je les fais avec des gens qui pensent pareil. Et ce sont de grosses dates. Parfois, ça va jusqu'à 10 000 dirhams par mois.
Et voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup, c'est Khalid en tout cas, et ça nous permet encore une fois, voilà, de voir un peu Sonder. Non, mais sonder, et puis de voir les motivations de chacun. Alors, qui veut répondre à Sir Khalid en premier? Levez la main, vous êtes 3. Levez la main comme à l'école. Si, Amardel. Allez-y. Alors très bien, donc je reviens rapidement sur l'assurance Takaful, parce qu'il y a une question qui a été posée avant, et je réponds. Non, répondez à Sir Khalid, et après on répondra à la question d'Oussama. Alors justement, au niveau des produits qui ont été présentés dans la loi sur les banques participatives, et ce que nous appelons stisna, c'est-à-dire c'est la possibilité de construire une maison à travers une banque participative. Alors l'istisna, il est valable aussi bien pour l'immobilier que pour des usines ou des magasins, etc. Les PME, les PMI, les industries, etc. Le real estate, exactement. Donc du coup, c'est un produit qui existe. Et nous attendons juste que ces banques participatives démarrent officiellement. Certainement, ça va être dans un premier temps le Murabaha et l'Ijara. Mais le produit Stisna, c'est un produit qui est prévu, comme pour le Salam, qui est le financement de besoins de fonds de roulement, qui existe également. Donc, il faut juste attendre un petit peu. Donc, ça va être certainement pas l'année prochaine. Donc, on démarre par les deux produits phares, qui est le Murabaha et l'Ijara. Certainement, le Stisna suivra après. Alors, justement, pour le cas particulier de Khalid, ça sera difficile de faire un istisna ou même une murabaha qui aurait été possible si le terrain n'appartenait pas déjà à Khalid. Maintenant, le terrain appartient à Khalid. La banque qui va contracter avec lui devra construire ou faire construire, selon que c'est murabaha ou istisna sur terrain d'autrui, c'est possible légalement, ou alors c'est possible de faire une rétrocession du terrain, mais ça va entraîner des coûts d'enregistrement et de conservation foncière. Peut-être que le choix, maintenant, on anticipe sur les décisions des banques, serait une musharaka immobilière, une musharaka dégressive ou régressive, musharaka mutanaqisa. Ça laisse c'est peut-être le choix. Le leaseback. Voilà. C'est l'équivalent du leaseback, non? Non, le leaseback serait qu'ils lui vendent le terrain, qu'elle construit dessus et qu'ils lui revendent la totalité. Voilà ce que je pense du cas de Khalid particulier. Alors, on va répondre à Oussama, mais à chaque fois je pose cette question, l'audit, on va attendre. Bien sûr, les premiers produits et les produits phares, c'est la Murabaha et Ijara, mais encore une fois, on parlait d'éthique tout à l'heure. Je reprends encore ce qui a marqué une éthique pour stabiliser l'économie et recadrer la finance. Dans sa pratique globale, mondiale, où les produits les plus usités, les plus utilisés en termes de finances participatives sont la musharaka, la murabaha, parce que c'est la marge tout simplement, et très peu finalement la musharaka, qui est finalement la chose la plus éthique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer dans sa globalité la finance vraiment éthique? Parce que cette musharaka, je vous dis mon sentiment. Est-ce que vous le rejoignez, que plus de musharaka rendrait plus éthique cette finance dans sa globalité, bien sûr. Pour résumer, on aurait tendance à dire qu'on est loin du compte. Mais être loin du compte ne signifie pas laisser tomber. Non, mais donc en fait, si on fait laisser tomber, mais est-ce qu'on est dans cette direction ou pas? Si on fait une sorte de photo de l'instant T qui est aujourd'hui, on est loin du compte parce que 99% des soukouk ne sont pas participatifs, ils sont même borderline au niveau sharia si ce n'est pas illicite. Au niveau des banques participatives, on est à peu près à 90% de murabaha. Pourquoi? Parce que le changement générationnel de mentalité du banquier classique, dont le premier but c'est d'éliminer le risque. D'ailleurs, c'est pour ça que dans une banque classique, on va opter pour les personnes qui ont des garanties collatérales hypothécaires, alors que la philosophie dans la banque islamique, c'est le projet le plus rentable et le plus porteur. Donc il faut un changement de mentalité, de vision. Et ça prend beaucoup de temps. Donc on va pas dire du jour au lendemain, on va forcer les gens. Et même si on les force, on va trouver des subterfuges. Donc c'est carrément la vision. Donc pour l'instant, la finance éthique, d'ailleurs moi des fois je parle à des chercheurs et je leur dis ça serait bien d'évaluer les endroits où se sont implantées les banques islamiques, quel est le pourcentage de pauvreté qu'ils ont réduit, quel est le pourcentage de chômage qu'elles ont réduit et quelle est leur participation au développement durable en termes de pourcentage chiffré. Et donc, ça c'est très compliqué d'abord à étudier, ensuite pour dire qu'il y a vraiment un impact,
il faut que ça soit vraiment très approfondi. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Pour la question du takafoul, Oui. disons que c'est même pas un choix, c'est nécessaire parce qu'on peut pas adosser une murabaha classique à une assurance takafoul qui n'est pas conforme. Donc, mais il y a des limites encore une fois pour le takafoul, c'est que pour l'instant il est restreint aux personnes. Donc ça pose un petit souci et on ne précise nulle part dans la loi que l'objet du placement de l'assurance takafoul doit être licite. Et ça pose un gros problème. Abdelrahman Nahlou. Moi, je voudrais apporter une nuance par rapport à l'éthique des produits actuellement usités ou en cours dans les banques islamiques. Et je suis foncièrement contre jeter l'anathème sur des produits de dette, qui sont le murabaha, salam, particulièrement. Alors, jette pas l'anathème dessus, c'est-à-dire mais dans vous ne le faites pas, mais beaucoup le font. Beaucoup le font en avançant des taux faramineux disons d'utilisation des prorata d'utilisation des produits de dette versus produits participatifs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'asymétrie d'information entre la banque et son partenaire dans la musharaka ou le mudaraba, compte tenu du peu d'éthique des opérateurs économiques, parce qu'il ne faut pas accuser uniquement les banques d'être non éthiques, et les opérateurs eux-mêmes ne sont pas éduqués financièrement, il faut beaucoup d'éducation financière à faire, ne sont pas toujours sincères et authentiques, et font aussi un amalgame, pas un amalgame, mais je dirais une dichotomie entre la religiosité rituelle et la religiosité éthique. Ils sont, si vous voulez, dans les mosquées, dans leurs prières. C'est le dogme et la spiritualité, c'est toujours la même question. Mais dans les affaires, ils ont le sentiment que ça, c'est normal. Le requinisme est permis. Et payer les gens en retard, c'est normal. C'est une très grave erreur, parce que la religion, sur le plan de ses finalités, qu'on appelle maqasid, a d'abord été révélée pour le bien-être de l'être humain. D'abord, elle a été révélée pour que pour le savoir-vivre entre les gens et pour le respect des droits. D'abord ça. Et le rituel ne fait que consolider cela. Bien. Alors, dans cet état de fait, moi, je pense que les banques, particulièrement au Maroc, banques participatives et ailleurs dans le monde, doivent consolider leurs acquis et leur savoir-faire en matière de produits de dette. Murabaha, je dis bien, et salam. Seulement, la nuance, la dichotomie n'est pas entre produits de dette d'un côté, produits participatifs de l'autre, elle est entre l'usage à des fins de consommation et parfois de surconsommation d'équipements électroménagers et de financement de l'habitation et le financement de l'économie. On peut financer l'économie par la murabaha et par le salam. Le salam finance le fonds de roulement des entreprises. La murabaha peut financer des équipements mobiles, des équipements immobiliers pour destinés à l'industrie, et ça c'est développemental. Et si la murabaha a si mauvaise presse, c'est pas parce que c'est la murabaha, c'est parce qu'elle a été développée d'abord dans un environnement des pays du Golfe où certaines banques islamiques sont nées avec une cuillère d'or dans la bouche et n'avaient pas d'opportunité de financement autre que les immeubles à 500 étages et le financement du pétrole ou des transactions. Dans un pays où il y a de l'agriculture, de l'industrie, des services, des AGR à développer, des activités génératrices de revenus, de la microfinance à développer, on peut, par le biais de la murabaha et du salam, faire des performances extraordinaires en matière de développement, de lutte contre la pauvreté et d'accessibilité de la couche pauvre et précaire à la classe moyenne. Alors, j'ai une question. Alors, j'ai beaucoup de questions. Alors, Mehdi qui nous dit, simple question, d'où est-ce que les banques qu'on a déjà et qui veulent surfer sur la vague vont ramener de l'argent qui est supposé être halal? Il nous met ça avec un petit smiley. Hein, en gros, où est-ce qu'ils vont ramener cet argent? C'est une bonne question qui revient souvent. Souvent, très souvent. Bah bien, mais c'est normal. De ramener de l'argent d'où? Ils vont ramener cet argent d'où? Financé. Qui est supposé être halal. Hein. Il le dit avec un petit sourire en coin. Alors, je peux. Allez, pour répondre, effectivement, donc on l'a dit, donc les banques participatives, réglementairement parlant, ils sont cadrés par la même loi que les banques classiques. C'est-à-dire, il y a toujours la loi anti-blanchiment, financement terrorisme, etc. Donc du coup, le premier filtre, et c'est valable aussi bien pour une banque classique qu'une banque participative. Maintenant, l'origine des fonds, etc. Donc c'est cadré par la loi. Et je vois mal, par exemple, c'est pas un terroriste qui place son argent dans une banque participative marocaine sans que ce soit, bien sûr, parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui dans les banques, c'est ce que nous appelons, c'est des alertes sur l'origine des fonds, etc. Donc du coup, il y a un contrôle qui est déjà mis en place. Mais qui existe sur tout le système bancaire. Classique, et qu'on va
Autrement dit, la banque participative, c'est un chapitre dans la loi bancaire. Donc le dispositif de risque, de contrôle, d'anti-blanchiment, financement terrorisme, c'est exactement les mêmes qui valent pour une banque classique comme une banque participative. Non, mais là vous allez vraiment dans on va dire l'argent le plus sale possible. On peut parler de l'argent qui est illicite pour la finance islamique, à savoir qui vient de je sais pas, d'une exploitation de cochons, hein, c'est pas une grande marque de cochons, d'alcool, du jeu. Du jeu aussi, j'en sais pas, qui vient de casino. Pour le cas d'espèce, il y a une règle dans la jurisprudence ou la doctrine islamique qui dit que l'illicéité ne concerne qu'une personne à la fois. Elle n'est pas transitive. Elle n'est pas transitive. Que la personne qui a originé. Autrement dit, si une banque, pour être concret, si une banque participative reçoit des dépôts d'investissement de la part d'un tenancier de bar ou de la part de quelqu'un qui a acquis cet argent de manière illégale, l'argent n'a pas de couleur ni d'odeur. Une fois déposé, une fois entre les mains de la banque et une fois utilisé licitement, la banque n'a pas à interroger ni à savoir, sauf si c'est flagrant, sauf si c'est connu, sauf si c'est mal intentionné, d'où provient cet argent-là. Parce que sinon on n'arrête pas. D'ailleurs, cette question s'est posée également au niveau du capital de ces banques. Oui, le capital de ces banques participatives va être versé par des banques qui pratiquent l'intérêt. Forcément. Eh bien, nul problème à partir du moment où, une fois déposé, il est utilisé vis-à-vis des déposants et dans des opérations qui sont conformes à la charia. Sinon, on ne peut pas remonter la filière en amont jusqu'à savoir quelle est l'origine de ces fonds. C'est une des libéralités données par notre religion. C'est vrai aussi pour des questions très rituelles. Si vous passez dans la rue et que quelqu'un jette un liquide sur vous, vous faites la présomption d'innocence et la présomption de pureté. Vous ne pouvez pas dire, ah oui, mais si cette eau que j'ai reçue du balcon contenait de l'alcool. Vous n'avez pas à vous poser ces questions-là. On est dans la présomption de libéralité, de licéité, d'abord, sauf si le contraire est prouvé. Et ça, c'est important au niveau de l'origine des fonds. La restriction que c'est Abdelrahman a posée est très importante, c'est-à-dire sauf si le contraire est prouvé. Et justement, cette restriction a été, parce que des fois il y a des choses qu'on fait par le fitra, par intuition, pas par jurisprudence. Et donc même les banquiers se sont dit, bon, si on investit notre argent de banquiers dans les banques islamiques, ça va pas coller. Et donc même les Marocains de base ont un problème avec ça. Donc même si juridiquement ça passe, le Marocain de base ne l'accepte pas. Donc qu'est-ce qu'ont fait les banquiers? Ils se sont dit, on va prendre des actifs qu'on détient dans des entreprises dites à la base licites, comme des entreprises de métal, des entreprises je sais pas, d'exploration minière. Donc ces actions qu'on a, on va les vendre, soit on va les vendre et utiliser cet argent pour lancer une banque islamique, et là il y a aucun souci. Soit on a des actions qui rapportent des dividendes, et là c'est encore la même chose. Si l'action elle est à la base licite, c'est beaucoup plus intéressant de lancer des banques islamiques avec ces fonds-là qu'avec les autres, ne serait-ce que d'un point de vue communicationnel et pas juridique, encore une fois. Mais d'un point de vue juridique, il faut savoir que moi, en étudiant la question, il y a un livre qui a été édité en 2000 et qui parle juste de qu'est-ce qu'on fait de l'argent illicite. C'est un livre de 100 ou 200 pages, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Il y a beaucoup de caractéristiques. Mais et j'aimerais revenir juste sur la question de la dette. Et il y a la dette en soi dans les banques islamiques. Il y a des produits de dette halal. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on prend la finance d'une caractéristique non halal à une caractéristique ou un modèle halal. Mais la question, c'est la dette en soi. Est-ce qu'elle est recommandée en islam? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Est-ce que l'islam, dans son comportement avec la dette, il est laxiste? Eh bien non, en fait. Quand on regarde comment s'est comporté le prophète avec la dette et les compagnons, quand on prend la dette quand on en a besoin. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'il y a des banques islamiques qui vont ouvrir que tout le monde doit aller s'endetter pour faire une murabaha islamique. Non. C'est pour ça que quand on utilise l'appellation participative, moi je trouve que c'est bien si la banque elle est vraiment participative, parce que entre un produit murabaha de dette dans lequel on ne partage pas les pertes et les profits et un produit musharaka, effectivement, c'est plus participatif la musharaka. Maintenant, quand on parle avec les experts de la BID, par exemple, ils nous disent il vaut mieux commencer les musharaka avec les grandes institutions. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément moral, l'aléa moral.
l'individu seul peut jouer un petit peu des règles avec l'institution. Mais une institution de grande taille, une multinationale qui a une réputation, ne va pas s'amuser à fausser les comptes en face de la bide ou d'une institution islamique qui lui donne un financement de type Musharaka. Donc ça, c'est la porte d'entrée naturelle de le Musharaka. C'est à travers les grands projets et les grandes institutions. Bon, vous avez dit quelque chose d'un point de vue communicationnel. J'ai l'impression qu'on adapte le curseur en fonction de la perception que vont avoir les gens. Hein, est-ce que ça peut pas contribuer à dogmatiser plutôt que de encore une fois parler d'éthique? C'est-à-dire que si on colle au dogme pur et dur, finalement, pour que ça corresponde à quoi s'attendent les gens, c'est pas un risque là aussi d'être trop centré sur justement la dichotomie, donc voilà, avec tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Et j'ai bien compris qu'il faut sortir de ces dichotomies. C'est bien le rôle de ce conseil des ulama ou de cette commission des ulama qui est issue du conseil supérieur des ulama. Et moi, j'appelle de tous mes vœux cette commission à être flexible et à ne pas s'attacher à ne pas s'attacher dogmatiquement à des fatwas qui ont été prononcés dans des contextes géographiquement différents ou historiquement différents, mais à faire de l'exégèse, à faire de l'ijtihad, avec une vision finaliste, c'est-à-dire maqasidiyya, c'est-à-dire comprendre quelle est la finalité finalement de tout système. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le développement, l'impact sur une économie, l'impact sur une région économique de notre pays. Et je salue vraiment la décision des autorités d'avoir intégré à ces 9 ulémas 5 experts de la vie courante qui vont leur expliquer et qui vont les aider à bien identifier et bien circonscrire les situations pour leur apporter une réponse certes conforme à la charia, mais conforme surtout à la vocation, à la finalité première de la charia. Alors, dernier mot, il nous reste 1 minute. Alors, pour revenir à la question effectivement de l'origine des fonds, c'est une question effectivement qui est posée aussi bien pour les banques que pour les assurances, que pour les fonds, parce que tout le marché des capitaux participatifs. En fait, moi, j'utilise une petite histoire du prophète, dans l'islam, c'est qu'il faisait du commerce avec des juifs et il s'est jamais demandé quelle est l'origine de leur fonds. Parce que les juifs, à un certain moment, utilisaient le riba avec les non-musulmans, etc. Donc, du coup, à travers ça, et à travers plusieurs colloques, d'ailleurs, ça a été débattu à maintes reprises, c'est que cette question d'origine, est-ce que ce sont des valeurs, c'est des actions cotées en bourse charia accomplie que je dois vendre pour lancer mon capital, parce qu'une banque, il doit démarrer avec 200 millions de dirhams, une compagnie d'assurance avec 50 millions de dirhams. Et il faut que je cherche les 50 sur des valeurs, etc. Donc ce débat est dépassé. Donc effectivement, maqasid sharia, qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent, etc. Et donc là, je rejoins, c'est le hlo, en fait, de parler de murabaha et de salam, mais orienté création de valeur, de richesse et d'emploi. Voilà. Et on a bien compris, se demander à quoi on veut arriver. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a mieux compris. Enfin, j'espère, pour les gens qui nous écoutent, que je remercie encore une fois Jama'a Moubaraka. On va manger le couscous. Absolument.